Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode ABD Podcast. Un épisode hyper important puisque on va parler de l'avenir de nos sportifs. Sachez que pour les JO 2024, et c'est le titre de l'épisode, il nous manquera 80% de nos talents. Pour en parler, je reçois Adrien Sedeau. Il est sport scientist à l'INSEP, spécialiste de la détection notamment. Et il est directeur adjoint d'IRMES, spécialiste dans la donnée et dans son analyse. Il est auteur, conférencier. Adrien, c'est super que tu nous rejoignes parce que je sais que tu as plein de trucs à dire sur ce sujet. C'est cool que tu prennes du temps pour venir partager avec nous. Merci pour l'invitation, Alia. Très content d'être là. Alors voilà, on est dans un univers un petit peu particulier où évidemment la performance de très haut niveau, elle est essentielle. On sait qu'aujourd'hui, on a identifié par la recherche, par les pays qui gagnent, un certain nombre d'éléments qu'on va déterminer ensemble, qui nous amènent à ce constat terrible. On passe à côté de 80 à 90% même de nos pépites. Et finalement, on peut résumer ça en 4 points qu'on va déployer ensemble aujourd'hui. D'abord, l'abandon, évidemment. Si on passe à côté, c'est parce qu'il y a des gens qui abandonnent. Ensuite, on va vous parler du mature effect. Tu vas nous détailler un petit peu ça, parce qu'on prend souvent le problème par le mauvais bout de la raison. Ensuite, évidemment, vous parlez du background de nos jeunes athlètes, d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait avant, et souvent, on ne prend pas tout en compte. Et puis, doucement, mais sûrement, on va, sur le dernier point, le plus important, vous expliquer comment on peut résoudre tout ça de manière assez simple, mais systémique. En réalité, le système aujourd'hui, il est un petit peu enrayé, il est un petit peu victime d'un héritage, victime de réflexes, victime de mauvaises habitudes, peut-être de choses qui sont difficilement aujourd'hui contrôlables. On voit que l'ANS, l'Agence nationale du sport, continue de surfer sur les mauvais critères, sur les mauvais rythmes. On finance encore de la performance instantanée avec des groupes jeunes qui doivent gagner très vite, avec plein de gens qui ont intérêt à faire gagner très vite ces groupes jeunes. Les fédés, elles se tirent la bourre. Enfin, on pourrait lister tout un tas de raisons systémiques qui font qu'aujourd'hui, on passe vraiment à côté de tout ce potentiel qu'il y a en France, et il y en a énormément. Je voudrais simplement t'inviter à réagir là-dessus parce que je sais que tu as un avis très transversal puisque tu travailles auprès de nombreuses fédérations, tu publies à l'international, tu suis ce qui se fait dans les autres pays. Et je sais que tu as une vision sur le système actuel qui explique un petit peu pourquoi tout ça est enrayé aujourd'hui. Oui, 80%, c'est le bon chiffre. 80%, alors plus exactement, c'est quand on regarde l'ensemble de la littérature scientifique qui peut exister sur le Talent ID, comme disent les anglo-saxons, Talent Identification, c'est on va retrouver selon les études, et ça va jusqu'à 27, 30, 32% d'individus qui vont venir en compétition sur la scène internationale dans les catégories jeunes, juniors. Et ben en fait, il n'y a que 20% qu'on va retrouver chez les seniors. Pas sur les boîtes, pas sur les podiums, ou c'est pas ce niveau de transfert-là dont on parle. Dans ces études, c'est qu'on ne retrouve même pas ces athlètes-là à haut niveau dans les catégories seniors. Donc bien entendu, c'est dépendant selon les sports. Faut le regarder dans les deux sens. Donc il y a des très belles études qui font à la fois le top-down et le bottom-up. Donc bottom-up, c'est on part par le bas, donc on regarde toute la population des athlètes juniors par exemple, et on va regarder comment elle diffuse chez les seniors. Et l'inverse, le top-down, c'est on va regarder les vainqueurs de Grand Chelem sur le plan de tennis ou les champions du monde de rugby et dans cette équipe, lesquels étaient présents déjà dans les catégories jeunes nationales ou dans les clubs, dans les structures professionnelles. Donc ce constat-là, en fait, nous on avait poussé aussi, on avait regardé le taux de conversion des médaillés des jauges de l'ensemble des Jeux Olympiques avant Rio, et on s'était rendu compte que on n'avait qu'un seul champion olympique de la jeunesse qui à Rio était champion olympique, c'était Tony Yoka. Et quand on regardait l'ensemble des médaillés, on était à 3,2% sur ce transfert-là pour les Français. Quand on fait la comparaison avec les États-Unis, l'Australie ou l'UK Sport, les Anglais, eux, ils sont plus aux alentours de 10%. Donc, on a lancé des séries d'études pour essayer de comprendre tout ça. Et globalement, le constat, qu'il soit de la littérature scientifique ou au sein des fédérations qui en discutent et on travaille, c'est qu'il y en a beaucoup qui détectent de la perte dans les catégories jeunes.
et vont pas chercher à estimer des potentiels parce que c'est perçu comme trop compliqué. Et on verra tout à l'heure qu'il y a des méthodes simples pour tendre vers ça. Et donc, détecter de la perte dans la catégorie jeune, c'est-à-dire on va regarder des niveaux de performance, mais performance globale, un temps, une hauteur entre la perche, ou des facteurs sous-jacents à la perte. Ça peut être les batteries de tests physiques, ça peut être le profilage d'habilité mentale, ça peut être la variable que vous voulez. On va regarder ces scores-là, ces résultats-là à 10, 11, 12, 13, 14 ans, et ça va être comparé à ces valeurs qu'avaient les champions du monde olympiques. Sauf que c'est figé dans le temps. On ne regarde pas la cinétique évolutive de ça, cette capacité de progression. Et puis, on verra tout à l'heure, tu as parlé de Mature Effect qui va regrouper des notions de différents âges qui sont peu ou plus considérés malheureusement. Oui, ça c'est un élément hyper important, hein, sur lequel j'avais pas mal insisté moi dans ma formation sur le LTDA. Tu sais que j'ai beaucoup travaillé dans le milieu anglo-saxon, donc j'ai été sensibilisé à ça il y a 20 ans dans ma formation, il y a 12 ans dans mon milieu professionnel, avec finalement deux grosses différences, hein, entre les approches anglo-saxonnes et françaises. C'est les trois âges oubliés, hein, résonnent toujours sur la base de l'âge chronologique, tout simplement, ancré dans notre système culturel, scolaire, qui se reporte de manière automatique sur le système sportif. C'est dommage. Tu vas nous parler de l'âge relatif, de l'âge biologique, de l'âge d'entraînement. Mais on a un autre sujet, c'est qu'on n'a pas de culture de la data, en fait, hein. C'est quand même très récent tout ça. Tu as hurlé dans le désert pendant longtemps toi-même. Aujourd'hui, on s'empare de ça à bras-le-corps et c'est tant mieux, mais c'est un peu tard. Et effectivement, une des choses qui arrive sur le devant de la scène de manière très, très violente quand on regarde les chiffres, hein, c'est l'abandon. C'est le premier point qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, c'est que effectivement, beaucoup de jeunes passent soit à travers les mailles du filet parce que ce sont les fédérations qui abandonnent sur eux, ou ce sont les jeunes qui, pressés trop tôt, pressés mal, amenés pas par les bons chemins, abandonnent leur pratique. Il y a encore plein d'autres raisons. Et je vais te laisser un petit peu la parole sur cette première notion très importante d'abandon. L'abandon, exemple de Audrey Different qui va soumettre sa thèse là, dans les jours qui viennent, donc lors d'une étude en partenariat avec la Fédération française de natation, où il y avait tous les résultats des championnats de France juniors. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des études qui s'intéressent à l'abandon dans le sport de haut niveau. Moi, j'en ai vu une avec des bonnes méthodes sur de la gym et une autre des Australiens, parce que tu parlais de l'étranger. En gros, il y a sur cet enjeu-là d'estimation de potentiel, il y a une équipe de Kobe en Australie qui travaille là-dessus. Il y a des Italiens, Busto et Buccia, qui font à peu près la même chose, mais on voit qu'ils touchent pas le haut niveau. Ils vont rééquilibrer des effets d'âge relatif, mais pas directement créer des possibilités de rééquilibrer les niveaux de performance individuellement. On verra tout à l'heure des choses qu'on a pu proposer. Il y a une équipe espagnole et puis les Canadiens, tu vois. Et puis après, les Anglais ils avaient lancé le British Medal Project. C'était là-bas à ce moment-là, donc on a entendu parler. Bien sûr. Je ne plus dessus. On sait qu'ils travaillent. L'abandon, en fait, nous, ce qu'on a pu faire sur les championnats de France de natation, on y revient. On a regardé, en fait, tous les participantes et les participants. On a pris leur date de naissance. On a regardé s'ils étaient nés au premier quart de l'année, donc premier quartile, deuxième quartile, troisième et quatrième. Et on a regardé l'impact que ça avait sur leur performance et ça a été un suivi de cohorte sur plusieurs années pour regarder ceux qui poursuivaient et ceux qui allaient arrêter la pratique de la natation compétitive. Qu'est-ce qu'on a observé? Deux éléments essentiels. Un, ceux qui abandonnent, c'est ceux qui ne progressent plus, qui avaient des niveaux de performance qui stagnaient, qui progressaient moins que les autres, phénomène qui est extrêmement lié à l'effet de l'âge relatif. On en parlera tout à l'heure. C'est que ceux qui progressaient le moins, c'était aussi ceux qui étaient les moins âgés relativement dans la catégorie des U10, des U11, des U12, des U13, des U14 et ainsi de suite, des juniors et ainsi de suite. Peu importe la catégorie d'âge. Et ça vient au deuxième point, la proposition est toute faite, c'est que en fait, le pourcentage et la probabilité d'abandon est nettement plus grande quand vous êtes né en troisième ou en quatrième quartile d'année de naissance. En fait, on se rendait compte que la majorité des gamins et des gamines qui abandonnaient, c'était ceux de fin d'année. Et pourquoi? Retour au point 1, parce que c'était ceux, soit qui progressaient le moins, le premier résultat, soit tout simplement qui avaient des niveaux de performance, ils progressaient, mais qui avaient des niveaux de performance inférieurs. Niveau de performance inférieur, mais pas nécessairement inférieur de manière brute, j'ai envie de dire.
Et c'est pour ça qu'on a réfléchi à la notion des différents âges qu'on évoquera tout à l'heure, et notamment l'âge relatif, puis après l'âge biologique, puisque ces facteurs-là sont malheureusement que peu considérés, alors qu'il y a des outils simples pour réussir à avancer sur ces thèmes-là, et des fédérations s'en emparent. Ça avance, toi, c'est un peu comme les données. On s'est battu pendant un bout de temps. Et ça y est, ça avance. Il y a Sébastien Rattel sur la physiologie de l'enfant et de l'adolescent qui sensibilise aussi beaucoup les fédérations sur ces notions de différents âges. Donc ça avance comparé à des nations. Je termine la boucle avec à l'étranger, comme Singapour. En fait, c'est assez simple. Les nations qui ont des petits viviers, ils peuvent pas ne pas réfléchir sur le long terme athlète développement, le LPDA. Ils ne peuvent pas ne pas réfléchir sur comment mieux estimer des potentiels et pas laisser passer dans leur maille de leur fil défilé des individus qui, à un moment donné, sont matures ou plus petits ou moins âgés et on les contraint presque à abandonner par le système sélectif en place. Et donc, du coup, ces nations-là ont des systèmes qui sont plus poussés que les nôtres, ont déjà intégré les différents âges. Ah, ce qui est important, c'est vraiment cette notion de critères, de volonté de les prendre en compte. Dit comme ça paraît relever du bon sens plus que de la science, effectivement. Alors, il faut éduquer les gens malgré tout et le rappeler. Peut-être que certaines personnes vont découvrir à mesure qu'on déploie nos arguments qu'effectivement, l'âge est relatif. Tu l'as vraiment bien introduit. Le contre-pied de ça, c'est notre deuxième point, en fait. C'est le mature effect, puisque maintenant qu'on a expliqué l'âge relatif, effectivement, tu vas aller un petit peu au-delà dans ton approche sur cette idée que finalement, on compare des poires et des patates. Parce que quand tu as vécu 10 ans, 11 ans, 12 ans, même 18 ans, s'il te manque une année par rapport aux autres, il peut se passer encore beaucoup de choses. Exactement. Nous, on parle de 3 âges. Âge relatif, âge biologique, âge d'entraînement. Quand on considère ces 3 choses, on s'enlève énormément de biais sur la partie détection et on commence déjà à shifter dans de l'estimation de potentiel. Cette sensibilisation, elle est énorme. Beaucoup de fédérations l'entendent maintenant, aujourd'hui, l'ont fait par le passé, on a arrêté, parce que ça pouvait être chronophage. On parlera peut-être aussi de la façon de pouvoir mesurer ça. L'effet d'âge relatif, c'est très simple, c'est quand vous regardez notre population de U17, de U12, de U10, quand vous regardez une population, une tranche d'âge, vous allez avoir une surreprésentation des gamins et des gamines qui sont nés en début d'année. Et donc ça, quand vous avez plus de 25% du premier quartile de naissance, plus de 25% du deuxième quartile de naissance et moins pour le troisième et le quatrième, ça s'appelle l'effet de l'âge relatif. Et donc, pour pallier ça, on a, dans le cadre des tests de Quentin de la Roche-Lambert en chiffres avec le ski, d'Audrey Differnand avec la natation et l'athlète, on a sur des millions de données de performance, regardez la relation entre la performance et l'âge. Donc, si on prend par exemple la catégorie U11, 50 mètres nage libre en bassin de 25, vous avez une performance pour le gamin ou la gamine, ou un athlète, qui va avoir 10 ans pile, 10 ans et 1 jour, 10 ans et 2 jours, 10 ans et 3 jours, 10 ans et 4 jours, ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'année. Et la relation sur en natation, en aviron, en ski, on démarre aussi sur le basket, sur le hand, ces thèses-là, la relation elle est linéaire et elle est comme ça. C'est-à-dire que les plus performants sont ceux de début d'année. Et la pente, la relation, elle va s'aplatir vers les 18-20 ans. Parce que tout le monde aura passé son pic de maturité. Tout le monde sera mature et donc dans ce processus de maturation, sera arrivé à maturité. En plus, c'est potentialisé avec le niveau de performance. Plus vous regardez le haut niveau, plus l'effet de la relative est important. Donc, on a regardé cette relation. Et donc, une fois qu'on a mis l'équation qui permet de comprendre cette relation, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de dire, comme ont pu faire les chercheurs australiens ou italiens, on a rééquilibré les distributions, on a autant d'enfants de première et de deuxième année, nous, on applique cette équation à chaque performance individuelle. Ce qui fait que le gamin ou le jeune nageur né en fin d'année va se retrouver avec des secondes enlevées, ou des millisecondes enlevées, plus exactement. Quand on est sur l'aviron, celui qui est né en milieu ou fin d'année, on a l'équation dans sa discipline, dans sa distance, dans le bassin de 25 ou sur ergo. On sait combien de watts il faut lui rajouter ou lui enlever. Ce qui fait que relativement maintenant, on peut comparer chaque individu selon le même âge. On les remet virtuellement au même âge. Exactement. C'est une table qui est très simple en fait. Au moment où vous prenez de la performance, des tests physiques, n'importe quelle chose que vous voulez mesurer, vous prenez la date de naissance et vous regardez en fonction
de l'âge exact, la performance. Vous faites un graphe avec âge exact en abscisse, performance en ordonnée, et vous allez avoir votre image de cours. Et vous allez avoir une relation quand vous prenez les max. Et cette relation qui peut s'apparenter à une linéaire, parfois même si c'est globalement et scientifiquement pas une linéaire, la relation est plus complexe que ça, et dépendante de la performance en fonction de l'âge. On va plus être sur de la polynomiale, enfin, peu importe, c'est plus complexe, un peu plus complexe que ça. Mais en tout cas, vous pouvez rééquilibrer même avec une linéaire assez simple. Vous pouvez même le faire sur Excel très facilement si vous n'avez pas d'outils élaborés. Pas la peine d'aller acheter un Athlete Management System qui va vous remettre l'équation de miroir de Moore. On en parlera sûrement tout à l'heure sur l'âge biologique. Mais en tout cas, avec ça, vous pouvez déjà vous enlever une énorme épine du pied, celle de l'âge relatif. Alors après, l'âge relatif, on peut considérer que c'est un proxy ou un indicateur de l'âge biologique. L'âge biologique, c'est biologiquement quel âge a l'individu. Donc en gros, celui-ci pour le mesurer, il y a des méthodes de stade de Tanner, mais ça c'est moins démocratisé aujourd'hui, d'aller regarder la pilosité, la taille des testicules ou de la poitrine des filles, et la pilosité pubienne, ça se fait un peu moins. Il y a la radio de la main gauche, mais l'exposition au rayon X, ça se fait un peu moins aussi. Et puis il y a Mirwal, qui a créé une équation à partir de la taille assise et du poids. Vous pouvez savoir si l'individu est dans son pic PHV en anglais, Peak Height Velocity, dans son pic de croissance saturale, s'il est dedans 1 an avant, 2 ans avant, 3 ans avant, 4 ans avant, 5 ans avant, ou 1, 2, 3, 4, 5 ans après. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Ça sert à l'individu qui est dans son pic ou qui l'a passé, il est 100% prêt d'un point de vue physiologique, biomécanique, coordination cérébromoteur. En fait, il peut exprimer son plein potentiel. Celui qui est avant, il va être à un pourcentage bien moindre, et selon le moment où il est avant. S'il est au début, il est peut-être à 30-40, s'il est au milieu à 60. Et donc, vous allez vous retrouver dans des catégories d'âge identiques. Si vous prenez U16 et que vous êtes U14, U16, vous pouvez avoir 1 an et 364 jours d'écart entre deux individus concurrents dans la même discipline distance. Et donc, avec l'âge relatif, vous pouvez rééquilibrer relativement au même âge. Et l'âge biologique, savoir celui qui a passé son pic, qui est dedans ou qui est après. Et ça, donc, avec certains, il faudra être un peu plus patient qu'avec d'autres. Exactement. En fait, quand on regarde un peu l'âge relatif, ça ouvre la boîte de Pandore. En fait, ça fait réfléchir sur ah oui, mais donc relativement, lui, il est plus jeune, moins jeune, et alors biologiquement. Et donc, avec l'âge au pic, nous, ce qu'on a pu constater sur la natation, c'est assez simple. Sur les 2 derniers championnats de France, en gros, quand vous regardiez sur les juniors, les catégories d'en dessous, le lien entre performance et âge biologique, vous aviez ceux les 10% les plus performants, majoritairement, avaient passé leur pic de croissance junior depuis 4 ans et demi. Les 10% les moins performants étaient sur le pic. Et c'était un gradient entre les deux. Donc, il y a un impact direct, bien sûr, entre la performance et l'âge biologique. Donc, ces deux étapes, en fait, c'est pas compliqué. Alors, l'équation de Miroir, ça a été validé sur un N qui est pas énorme, aux alentours de 400-500, sur des caucasiens non sportifs. Donc, il y a eu des améliorations, l'équation de Moore. Nous, on est en train de réfléchir aussi pour en créer une à partir de tous les athlètes qui sont passés ici à l'INSEP, pour le haut niveau, parce que nécessairement, des gymnastes versus des basketteurs, parce que le concept de regarder la taille assise sur la taille debout et le poids, c'est qu'il y a une différence de croissance entre les membres inférieurs et les membres supérieurs. Et le pic de croissance naturelle, le PHV, c'est le moment où l'adolescent ou l'adolescente va prendre 10 cm dans l'année. Donc c'est assez facile. Hein. Encore mieux, si vous pouvez monitorer tous les ans, ou 2 fois par an, la taille des individus, vous allez tout de suite le voir à quel moment il est dans son pic de croissance. Et donc là, on est en plein milieu du PLU. Mais sinon, si vous avez qu'un one-shot, c'est-à-dire des sélections qui sont réalisées sur des week-ends ou des moments où vous allez faire des plateaux départementaux, régionaux, nationaux, vous prenez taille assise, taille debout et poids. Ça permet d'appréhender en fait à peu près où se situent par rapport à ce pic vos individus et vos jeunes athlètes. Et ça, c'est une vraie première étape. Hyper intéressant. Alors, effectivement, ça paraît simple à mettre en place. Donc là, il suffit d'éduquer la fédération à incorporer ces réflexes-là dans leur test de sélection. Donc, au fond, un peu plus compliqué que d'organiser un triple saut ou un lancer de medicine ball ou une détente sèche. Effectivement, derrière, on a des choses qui sont peut-être un peu plus justes et qui vont nous permettre peut-être
d'éviter de jeter une partie de l'eau du bain avec le bébé ou l'inverse. Mais il reste un problème à éclaircir. C'est que quand même, ils n'arrivent pas tous avec le même background. Et ça, c'est vraiment notre troisième point. Ils n'ont pas tous le même âge d'entraînement. Et donc, et même la même spécialité, même un peu plus que ça. Ce n'est pas des coquilles vides qui arrivent. Et donc, fatalement, là encore une fois, il faut y voir un petit peu plus clair si on veut les comparer sur un pied d'égalité. Oui, tout à fait. Donc, nous, on aime parler de l'âge d'entraînement, comme tu l'as dit, puisque vous pouvez avoir sur ces plateaux de sélection des gamins, des jeunes athlètes, qui vont avoir des niveaux à peu près similaires, mais si vous ne demandez pas, il y en a peut-être un qui a 5 mois d'historique dans la pratique et puis l'autre 5 ans. Donc, du coup, les capacités de progression vont pas être les mêmes. C'est ça derrière, en filigrane. Ce qui est intéressant pour pouvoir passer de la détection de performances figées dans le temps à l'estimation potentielle, c'est de retracer la cinétique de progrès. Un élément qui est essentiel, que nous on a appelé couloir de perf, quand on a travaillé avec la MOP et maintenant avec l'Agence nationale du sport, le couloir de performance, toi tu l'as vu, c'est l'Olympic Pathway de UK Sport. C'est en gros, on prend les meilleures performances en fonction de l'âge des athlètes médaillés aux Jeux Olympiques. On va tracer un couloir avec leur variabilité et toute leur perte au cours du temps. Et ça permet de regarder où va se situer l'athlète français ou n'importe quel athlète dans ce couloir de performance. Et en gros, il faut que vous fassiez ça avec les athlètes pour chaque athlète. Vous prenez sa meilleure performance globale ou à des batteries de test en fonction de son âge et vous allez voir comment il évolue. Tu disais, pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a un super papier qui apporte ce titre sur la natation où justement ils te disent, même constat que le début de ce podcast, 80% des nageurs dans les catégories jeunes ne se retrouvent pas au niveau senior. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, monitorer de la performance dans les catégories jeunes, ça sert à rien. Ils te disent, bah non, justement, faut pas jeter l'eau du bain. Pas le bébé, je l'ai fait la même que toi, inversement. Puisque les performances percées ne sont pas un critère extrêmement pertinent. Par contre, la cinétique de ces performances, l'évolution dans le temps de ces performances sont essentielles. Qu'est-ce qu'ils ont montré eux? C'est que ils ont fait 3 catégories d'athlètes, ceux qui performent jeunes et qui performent pas plus tard, ceux qui performent pas jeunes et qui performent en senior, et ceux qui sont un peu dans les deux. Ça, c'est 7%, ceux qui sont dans les deux. Qui se retrouvent sur des boîtes dans les catégories jeunes et dans les catégories seniors. Donc, podium dans les deux côtés. Et ben, en gros, ce qu'ils ont pu montrer, c'est que ceux qui sont performants dans les catégories de seniors, c'est ceux qui, au moment du pic pubertaire, du pic de croissance, les 17-18 ans, après aussi, au moment où il y a des chutes dans les licenciés français, donc il y a 14-15 ans et 17-18 ans, c'est les individus qui ne stagnaient pas ou régressaient pas en termes de performance. C'est ceux qui continuaient à maintenir un progrès. Mais parce que c'est kiffant de continuer à progresser, c'est aussi le jeu du sport santé. Et à l'inverse, c'est très frustrant de stagner ou de régresser. Donc ils ont pu monter ça, et puis c'est lié nécessairement à l'âge d'entraînement, parce que des individus qui sont plus récents dans l'activité vont avoir possiblement des plus grandes capacités de progrès, et ça rejoint la notion, tu parlais de background, de pratique délibérée et de diversification. La littérature scientifique aujourd'hui, elle est abondante, et elle va dans un sens. Les multiples champions olympiques et les multiples champions du monde sont ceux qui se sont spécialisés le plus tard. Et ça, là, l'histoire des 10 000 heures de pratique, ça nous a mis une balle dans le pied monumentale. Alors, en plus, par-dessus, il y a des cas exceptionnels des Sir Williams avec le film qui est sympa, de Tiger Woods qu'on voyait jouer tout petit. Mais c'est des exceptions dans des habiletés techniques particulières où il faut forcément un temps long pour y arriver. Mais globalement, la littérature montre que c'est la pratique délibérée et diversifiée qui est le tronc commun des multimédaillés olympiques. Il y a une superbe étude qui a été faite par Bars et collaborateurs sur 80 multimédaillés allemands. Donc, multimédaillés, ils entendent par champion du monde ou olympique, ou les deux, ou plusieurs fois en tout cas, versus 80 athlètes de haut niveau, donc c'est multisport, qui eux n'ont pas atteint ce niveau de performance. Ils ont fait tourner des modèles de machine learning qui sont les bons, sur les bonnes batteries de tests physiques, sur les bons résultats en performance. Et ils avaient un jeu de données exceptionnel. Ils avaient tout l'historique de pratique délibérée et dans d'autres sports de ces athlètes-là. Un recul de plus de 30 ans. Ce que cette étude de Bars révèle, c'est que le tronc commun des multimédaillés
repose bien entendu sur une quantité importante de pratiques spécialisées. Il n'y a pas de magie. Exactement, sauf que c'est entre 19 et 21 ans et c'est mis entre 1400 et 2100 heures. Et l'autre résultat, c'est que avant 14 ans, pour le coup, eh ben, ils avaient tous emmagasiné entre 730 et 1020 heures d'un autre sport, en pratique délibérée ou encadrée. Pratique délibérée, extrêmement importante dans les catégories jeunes, puisque quand on n'est pas tributaire d'un coach qui dit de faire de réaliser cet exercice, de faire cette leçon et ainsi de suite, selon les sports, ça met en jeu les capacités de l'enfant et il va développer des capacités de coordination cérébro-moteur. Il va se créer des histoires, il va grimper, il va faire des cabanes, il va se créer des jeux de basket et de foot qui sont hyper importants pour le développement. C'est pour ça que la pratique délibérée dans les catégories jeunes, elle est importante à quantifier, tout comme la diversification. À encourager également, ouais, t'as raison, et tout comme la diversification. Là, les papiers le montrent aussi, la diversification, au-delà les bienfaits de développer un socle commun chez les gamins, ça les met en situation de réussite, de savoir courir, nager, rouler, grimper. Ils sont en réussite quand ils débutent dans d'autres activités. Donc, ça leur permet de maintenir l'adhésion et de continuer l'activité. Il y a un enjeu de capital santé national là, sur cette ouais, c'est pas que du haut niveau, bien sûr. Ouais. De protection des mineurs. Parce que si tu rentres, tu pousses le raisonnement, si tu rentres dans la spécialisation trop précoce, c'est pareil, la littérature, alors elle est moins exhaustive et une licence à ce moment-là, mais elle te montre quand même que la spécialisation précoce, c'est-à-dire avant 12 ans, plus de 6 mois dans une même activité, va engendrer augmentation de l'abandon, augmentation des burn-out, augmentation des blessures de surutilisation. Ce qui est logique, hein. Je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses sur la détection, en fait. T'appliques du bon sens, tu passes sur de l'estimation de potentiel. Ouais. Alors, je redonne juste la ref parce que les gens ne l'avaient peut-être pas forcément. Effectivement, dans nos univers, avec Adrien, on a été élevés à une espèce de chimère, hein, celle des 10 000 heures pour 10 ans de pratique. Voilà, c'était les deux conditions sine qua non pour faire un athlète de haut niveau. En fait, on avait présenté ça comme une espèce de minimum syndical. En dessous de ça, tu n'es pas invité. Évidemment, les chiffres que vient de nous donner Adrien prennent à contre-pied totalement ce truc-là, qui donc a enquisté les potentiels pendant des années et des années, alors même que c'est totalement faux. Alors, heureusement ou malheureusement, finalement, on n'est pas les seuls à faire cette erreur systémique. Hein. Effectivement, ça c'est très répandu en France et c'est pas prêt de s'arrêter. Mais bon, pour avoir travaillé en Russie, je vois bien qu'ils font pareil. Effectivement, en Grande-Bretagne, c'était différent. En Espagne, je constate qu'il y a cette culture aussi quand même du volume sur quelques sports très ciblés. On se rend compte, bon, on imagine fort bien, je n'ai pas travaillé en Chine, mais on imagine fort bien ce qui s'y passe. Donc, on a probablement du coup un gap là à remplir pour rattraper finalement les anglo-saxons qui ont de l'avance là-dessus, puisque les Anglais ou les Canadiens sont les précurseurs de ces philosophies-là. Les Américains, ils le font de manière un petit peu plus systémique, puisqu'ils ont cette notion de saison off et de saison on qui se répercute sur le bas niveau. Ça veut dire qu'un gamin, il fait toujours au moins 2 sports par an, voire 4. Parce que du coup, il va le faire pendant 6 mois. Je trouve ça absolument génial. Putain, nous, ils sont coincés dans le foot pendant toute la saison. Ils n'ont pas l'occasion de contrebalancer avec un sport hivernal d'intérieur ou de montagne, et à plus forte raison individuel. Se baser plus sur de la motricité peut-être du haut du corps. Enfin, on pourrait rééquilibrer. C'est vrai que moi, tous mes potes américains, leurs gosses, ils font du baseball l'été, du basket l'hiver, ils font de l'athlé l'été et un sport de combat l'hiver. T'as raison, il faut que ça bouge. Alors, il y a quelques initiatives, tu vois. Moi, mon gamin, dans le village à Goulet, tu prends une licence, il peut faire du tennis, ça ouvre la multi-activité. Le mercredi après, il peut toucher à tous les sports du village. Mais c'est parce que localement, ça s'est mis en place. C'est pas une initiative fédérale ou de l'ANS, évidemment. Je rêverais, moi, parce que là, on rentre sur des choses politiques. Je rêverais que quand un enfant va prendre une licence, peu importe le sport qu'il a choisi, soit développer le savoir nager, le savoir courir, le savoir rouler, le savoir pédaler, le savoir grimper, le savoir pagayer, pour développer ce socle commun de diversification. Et puis après, tu rentres dans le jeu, par le jeu, dans l'activité pour laquelle il est venu.
Mais là, ça veut dire qu'il faut que nationalement ça s'entende et que tu ne sois pas dans une compétition interfédée qui a le plus grand nombre de licenciés, qui va générer le plus d'argent par sa licence. Parce que si tout le monde fait la même chose au début, peut-être que la Fédération française de tennis n'aura plus 1,1 million de licenciés, ou peut-être plus, on ne sait pas. Mais en fait, cet enjeu d'estimation de potentiel, il est lié aussi à tu disais dans ton introduction politique nationale, puisque si tu continues à donner des fonds à des équipes de France jeunes et que tu continues à mettre comme critère de réussite la performance de ces équipes de France U14, U16, U18 et juniors, pas nécessairement les entraîneurs de ces athlètes-là vont faire de la sélection et prendre les meilleurs dans ces catégories d'âge pour être performants, pour continuer à avoir des subventions, pour continuer à sortir à l'international, au détriment de potentiel qui pourrait être fort plus tard. Mais dans le jeu, la question du temps, c'est pas celle-ci. Donc, tu as vraiment un changement de paradigme aussi politique. Il n'est pas que scientifique dans l'approche. Non, c'est très clair. Un peu lié aux politiques, il y a un dernier point sur lequel je voulais venir te chercher sur le background, ce sont les critères sociaux. Puisque évidemment, là non plus, plus un sport est pratiqué, plus on arrive à lancer des filets largement pour récupérer plein de jeunes issus de plein d'univers différents, et plus on a des critères sociaux qui, là aussi, doivent être pris en compte pour bien évaluer les futurs talents. Oui, c'est un énorme enjeu, ça, sur l'estimation de potentiel. Nous, on avance sur la validation de questionnaires avec des collègues ici de l'INSEP, mais aussi étrangers. Fabien Hall, notamment, qui travaille en Suisse, lui a pu travailler sur le hockey sur glace et les athlètes draftés en NHL. Et si tu prends le soutien parental, tu sais que c'est important. Bah, lui, ce qu'il a pu mettre en évidence, c'est il faut un soutien fort des parents. Il faut que les parents montrent à l'enfant que le sport est une voie de réussite possible. Mais par contre, pas la seule voie de réussite, parce que là, tu minimises la probabilité de l'enfant de devenir athlète de haut niveau. Il faut qu'il perçoive que la réussite scolaire est une voie aussi à équivalence. Mais tout comme une autre réussite potentielle, si tu ne réussis pas sportivement et scolairement, on va te soutenir pour trouver ta voie. Et chose essentielle, il faut pas que ce soit une projection d'un des parents. Si c'est un des parents qui n'a pas été international ou qui emmène le gamin l'histoire Williams un peu quoi. Si cette projection-là, en fait, ça va mettre trop de pression, trop de stress, c'est pas bénéfique à long terme. Ça, c'est ce que les équipes peuvent nous montrer. Alors après, ouais. Alors, on a toujours les 2 ou 3 contre-exemples qui, voilà, effectivement, les Williams. Mais bon, pour ces 3 contre-exemples-là, il y a des milliers de gamins qui ont gâché leur potentiel et qui auraient peut-être vraiment pu être internationaux. Exactement. Et puis c'est facile à dire, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Autant l'âge relatif, l'âge biologique, on a des outils. Ça, c'est pour ça qu'on essaye de valider des questionnaires avec les spécialistes de ces champs-là, parce que sur une échelle de Likert ou sur une question, c'est un peu compliqué de mesurer ce que je viens de te dire, tu vois, le soutien parental. Évidemment. Donc, évidemment. mais du coup, ces variables-là, tu vois, c'est aussi est-ce que le jeune athlète, il est rural ou urbain, d'après toi? Des champions olympiques et multiples champions olympiques tout le monde, ils sont plutôt urbains ou ruraux? Ils sont plutôt urbains. Et ils sont plutôt ruraux. J'ai réussi. Yes. Yes. Alors, ça reste une stat globale. Mais pourquoi ils sont plutôt ruraux? L'hypothèse dans les papiers qui ont montré ça, c'est que globalement, c'est l'histoire de mes gamins qui prennent une licence. Parfois, les multi-activités. Et surtout, nous, on ayant fait le chemin de Paris vers la région, en ayant les gamins après, tu te rends compte que tu as une plus grande baraque, tu as un jardin, ils courent dehors, ils sautent, ils vont à l'école en vélo, ils vont à l'école à pied. Ils sont tout le temps en fait dehors. Et donc, du coup, ça crée on est sur la pratique délibérée pour les jeunes. Ça, c'est dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. C'est vrai que moi, mes gamins, ils ont plus de mal à construire une cabane. Voilà. On va réussir à te ramener chez nous. On va y arriver. C'est sympa la recherche. Autre truc sur les variables que tu appelais sociales, qui peuvent être environnementales, même plus larges, tu vois, ça va être la place dans la fratrie. Est-ce que le gamin, il a des frères et des sœurs? Puisque si tous les parents qui ont plusieurs enfants, ils se rendent bien compte que le deuxième, c'est pas la même. Ne serait-ce que pour garder ses jouets, parce que il est face, pour le coup là, il est face à un individu d'âge relatif plus élevé, bien plus élevé. Donc c'est obligé de défendre son précaré pour garder ses jouets. Il se construit dans ça. Et
Moi, j'ai 2 garçons, le deuxième est tout le temps en train de courir après son grand frère. Les frères Branly, tu vois, c'est des exemples. Ouais. Il me semble que le deuxième a eu un palmarès un peu plus, je suis pas spécialiste de triathlon, mais donc ça, c'est des variables qui ont des impacts. Je dis pas qu'il faut faire des gamins et que ce soit le deuxième. Non, c'est pas. En fait, c'est comme toujours avec les données, il faut comprendre ce qu'elles apportent au miroir de leur biais. Et donc là, c'est des études de suivi de multimédaillés. Il y a des choses pertinentes à aller chercher et creuser. Et en fait, c'est ce que nous, on appelle par la suite les parcours de vie, comment on va reconstruire et venir contextualiser des évolutions de performance d'individus à partir de tout un tas d'autres variables. Et on en arrive à notre quatrième point, qui est un petit peu plus riche que, entendez-nous bien, hein, c'est pas aller vivre à la campagne et faites plein d'enfants. Mais n'empêche que, effectivement, repenser le parcours de vie et le prendre en compte dans la détection, ben, effectivement, c'est peut-être le point un peu innovant que tu vas nous proposer dans ce podcast. Ouais, c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec certaines fédérations, des collègues. On va lancer un groupe national aussi sur l'estimation de potentiel. Donc, c'est en gros comment on arrive à considérer ce qu'on a discuté avant, le taux de transition, de comprendre dans l'activité dans laquelle les jeunes athlètes évoluent, puisque ce taux de transition, 80%, il peut être différent selon les sports, et surtout de regarder tous les schémas, tous les chemins par lesquels sont passés les athlètes médaillés au monde et au JO. Et on voit très bien quand on le fait, il y a ces chiffres globaux, c'est tout le temps à peu près les mêmes tendances, mais dans les sports de combat, c'est très différent entre les juniors et les seniors. Quand tu regardes, tu as des études sur le judo qui te parlent un peu, taekwondo, où tu vois que les pourcentages sont plus élevés. De ceux qui réussissent junior, tu vas les retrouver ceux-là après. Donc c'est dépendant des sports. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder par où sont passés tous ces athlètes. Et ça te fait des espèces de graphes où tu vois des centaines, voire des milliers de fils, et tu te rends compte de quoi. Si tu veux, je pourrais te donner te donner des exemples à mettre pour illustrer ça. Tu te rends compte qu'il n'y a pas de chemin tout fait. C'est une histoire d'individu et tous les chemins sont différents. Bien sûr, c'est comme toujours ce qu'on nous demande sur le taux de transfert entre les championnats du monde en N-1 et les JO. Si tu arrives champion du monde en titre, ta probabilité de monter sur une boîte au JO derrière, elle est plus grande que si tu es 142e. Mais tu as quand même des 76e dans certains sports qui ont réussi à être champion olympique. Et tu en as quand même. Donc, tu as quand même plus de chances si tu passes par une voie de réussite par le haut, j'ai envie de dire, mais toutes les trajectoires sont complètement individuelles. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de considérer l'âge relatif, de rééquilibrer les performances en fonction de l'âge relatif, de rééquilibrer les performances en fonction de l'âge biologique, de comparer non plus, comme tu disais, des poires et des carottes, mais des poires et des chevreuils, j'ai envie de dire, mais de comparer des légumes entre eux. Et puis derrière, c'est à partir, on en parlait tout à l'heure avec le bébé et l'eau du bain, c'est pas la performance per se, mais c'est l'évolution des performances qui renseigne bien plus sur les capacités futures, de regarder ces cinétiques. Donc, c'est tout court, c'est tout prend la meilleure performance par âge déjà de l'individu. Tu regardes comment il progresse, il stagne, et à partir de ça, tu vas venir contextualiser avec à quel moment, quel est son âge relatif sur chaque compétition par rapport au reste du groupe. Quel est son âge biologique par rapport au reste du groupe? Il est plutôt biologiquement, j'adore, on travaille avec les Belges, tard mature, donc à maturité tardive ou à maturité précoce. Et puis là-dessus, tu vas venir rajouter toutes les variables sociologiques, environnementales, psychologiques, à quel moment, quel niveau de pratique délibérée, quel niveau de multisport, à quel moment le jeune athlète va se spécialiser, à quel moment il va rentrer dans une structure, un sport études, une structure Pôle France, quel est le niveau de la densité du groupe d'entraînement, quelle est la première sortie départementale, régionale, nationale, à l'international, ses premiers titres selon ces strates-là. Et l'enjeu, en fait, c'est ça te crée cette espèce de trajectoire de performance. Et l'idée derrière, schématiquement, c'est que toutes ces variables-là ont un poids sur la réussite future et sur la réussite actuelle, mais à différentes pondérations selon les moments. Par exemple, quand tu es dans les catégories très jeunes, à 9 ans, eh bien, c'est surtout la pratique délibérée et le volume qu'il a encaissé dans ce sport qui fait sa performance du moment. Et puis, peut-être plus tard, autour de
du pic de croissance, ça va être les batteries de test physique. Dès qu'il a passé le pic, l'individu, qu'il est à 100% d'exprimer son potentiel, que tu as le climat hormonal qui fait que tu prends de la masse aussi. Alors, pic passé, hein, parce qu'au moment du pic, tu as un moment qui peut être dangereux, puisque tu vas avoir des augmentations segmentaires, des muscles qui vont le pic de poids, c'est 2 ans, 1 à 2 ans après le pic de taille. Donc du coup, il faut se reconstruire avec un corps très différent, qui a fait 10 cm dans l'année, 10 ou 12 ou 15 ou 20 sur les basketteurs. Et donc du coup, la notion d'étirement, de se réapproprier le corps est importante. Donc là, tu es plus à risque de blessure. Donc peut-être qu'après, donc ça va être les batteries de test physique une fois que c'est passé. Et puis au moment d'une blessure, ça peut être les habiletés mentales de résilience qui vont être plus importantes. Donc l'idée, c'est que à chaque âge de la vie, toutes les variables dont on a discuté ont un impact. C'est de le quantifier et de quantifier cet impact au cours du temps de manière individuelle, récursive et dynamique, parce que les athlètes changent de structure, sont moins performants, se blessent, comme tu connais bien. Et c'est ce qu'on appelle les parcours de vie. On est en train d'essayer de mettre ça en place avec certaines fédérations, du club professionnel, pour comprendre et schématiser ces parcours de vie, parce que en fait, tu peux parler dans un podcast, tu peux faire encore pire, faire des conférences scientifiques, des collègues qui sont d'accord et qui derrière te review et donc un jeu qui est plus ou moins sain. Mais en gros, c'est la preuve qu'il y a une démonstration et que ce soit les pairs, les entraîneurs, les athlètes qui viennent parler de ce qui a été mis en place pour que ça se démocratise un peu plus. Ouais, super intéressant. Ce qui est quand même important, et on se rapproche de la fin de notre épisode, hein, de rappeler sur tout ça, c'est pour certains d'entre vous, c'est du bon sens, pour d'autres, c'est peut-être de la découverte, pour d'autres, enfin, c'est peut-être l'inverse de ce que vous pensez. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec nous, c'est possible aussi. J'ai rencontré des entraîneurs qui te diraient que non, à un moment donné, si tu fais pas un maximum de volume tant que tu peux le faire, quand ils sont encore malléables, etc. Tu sais, c'est l'entraîneur Danny the Dog. Et, à ces gens-là, il faut dire quand même qu'il y a, et c'est assez rare pour le souligner, qu'il y a une espèce d'unanimité scientifique sur le sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de controverse. C'est ça le pire. C'est qu'il y a des tonnes de sujets qu'on pense acquis en sciences dures, hein, qui ne le sont pas du tout, sur lesquels il y a des controverses profondes. Là, pour avoir lu un petit peu sur le sujet, quand même, il y a une espèce de base scientifique très, très partagée sur l'hyperspécialisation tardive, sur la prise en compte des 3 âges, hein, ça me permet de faire un petit rappel de tout ce qu'on s'est dit, sur l'importance de la lutte contre l'abandon et sur ce que tu préconises avec tes équipes et les fédérations qui travaillent avec toi, une réécriture du parcours de vie de manière plus souple, plus intelligente, plus objective aussi. Et au final, je lisais un article, tu vois, de France Info l'autre jour sur les jeunes talents de l'INSEP, je ne sais pas si tu l'as vu passer, qui préparent déjà les JO de 2032. On m'a suffisamment interpellé pour me le sauvegarder. Je ferai un petit post là-dessus. Espérons que tout ça pris en compte, parce que c'est ça le game changer en fait. Hein. C'est pas de faire des statodynamiques dans la phase finale de la préparation qui va vraiment changer le nombre de médailles. La perf, elle est là, elle est systémique et elle se fait pas sur 4 ans, elle se fait pas sur 8 ans, elle se fait sur toute la vie de l'athlète. Complètement d'accord. Je sais pas si je dois dire quelque chose ou pas. Si tu veux compléter là-dessus, c'est avec grand plaisir. Non, c'était très bon résumé. Je sais pas, la notion de volume que tu évoquais, il faut que tu passes par un volume conséquent. C'est du très haut niveau. Mais il se calibre au regard de ces âges-là, au regard des parcours individuels de performance, et c'est une réflexion avec entraîneur et staff de ce que tu peux pousser. Et donc, ça rejoint, moi, mes 2 passions de recherche, mes 2 champs de recherche, qui sont le monitoring et la détection. Puisque tu ne pourras pas, une fois que la détection est réalisée, que la sélection est faite, tu rentres dans le long terme athlète développement. Le LTAD, tu es obligé de monitorer. Tu es obligé de monitorer pour comprendre les cinétiques individuelles, tu es obligé de monitorer pour comprendre à telle charge encaissée, quelles sont les modalités de récupération qui correspondent le mieux, et pour savoir jusqu'où tu peux pousser. Et c'est par ces informations, en étant data éclairé, pas data drivé. Hein. Là, tu vois, on est sur mon autre casquette de données, en étant data drivé, et tu vas avoir plus d'informations pour pouvoir savoir jusqu'où tu peux pousser vraiment plus loin et plus fort, parce qu'il le faut ce volume. Donc, personne dit le contraire. Hein. Ça, il faut bien que les gens l'entendent. On est
tous les deux d'accord, on vient du haut niveau tous les deux avec Adrien, on est tous les deux d'accord pour dire que ça va être dur, qu'il va s'entraîner, il va falloir s'entraîner beaucoup, et qu'à la fin du compte, bah, évidemment, il n'y a qu'une seule médaille d'or. Donc c'est très dur, très long, et ça on le remet pas en compte. La question c'est à quel point, dans quelle proportion, et à quel moment de chaque étape de la vie pour vraiment prendre les bonnes décisions basées sur les bons timings et pas se prendre les pieds dans le tapis. Si vous en voulez plus sur tous ces sujets-là, Adrien, vraiment, il est, il est très largement présent sur les réseaux, très actif. Il produit beaucoup de choses. Il a sorti un livre, L'individualisation de l'entraînement aux éditions INSEP cette année. Il y en a un autre qui arrive en fin d'année 2023, qui sera beaucoup plus basé sur la data. Je crois que tu en as un autre dans le tiroir aussi, donc tu vas pas t'arrêter de sitôt. Vous pouvez le retrouver sur X, anciennement Twitter, et sur LinkedIn, où il relaie très régulièrement des infos là-dessus et met à jour toute sa communauté sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à aller le rejoindre en ligne. Merci Adrien, c'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi. J'espère que tout le Merci. monde aura pris autant de plaisir que moi et aura appris des trucs aussi. Merci à toi, c'était chouette. Comme disent mes enfants, c'est toujours sympa de discuter avec un copain de travail. Et tu reviens exactement quand tu veux. Maintenant, tu connais le chemin. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, partager et évidemment mettre un commentaire quand vous en avez l'occasion. À très bientôt.